Welcome everyone to another communication lecture series. Bonjour tous et toutes. La conférence en communication du mois démarre. My name is Louise Stau and I'm a PhD candidate at the Department of Communication. And today I'll be moderating the conference, the lecture series. So today we'll hear from two professors from the department. First, we are going to hear from Associate Professor Ivan Ivanov from the Department of Communication on his research about engagement as communication practice, discontinuity and sustainability of stakeholder participation and inclusion. Professor Ivanov studies focus on the constitutive power of the organizational communication and the evolution of public relations practices in the digital area. Après, Jean-Sébastien Mariet présentera sur enseigner la mise en récit des données aux étudiants en journalisme. Jean-Sébastien Mariet est le coordinateur du programme de journalisme numérique et professeur à temps partiel. He has also more than 10 years of experience at CBC Radio Canada. The speakers will answer two questions after both server sessions at the end of the period. At that time, you can write your question in the chat or raise your hand. Les conférenciers répondront aux questions après les deux présentations. À ce moment-là, vous pouvez écrire votre question dans le chat ou lever la main. The speakers will also be able to receive questions in both English and French and answer accordingly, even though they are going to present in one language. Les conférenciers pourront recevoir des questions en français et en anglais. So without further ado, I'll give the word to our first presenter, Professor Ivan Ivanov. Thank you very much. Okay, so can I share my screen? I try that. Okay. First of all, thank you very much for inviting me to present, I would say, our research, because I'm not alone in this research. Thank you, Isaac, for inviting me, but also the students that organized this lecture series. I'm really delighted to be able to present this research today. So the title of my presentation today is Engagement as Communication Practice. Discontinuity and sustainability of stakeholder participation and inclusion. Just a couple of words about the team. So this is the research we conducted with Daniel Robuchon from University of Montreal, Benoît Cordelier from University of Quebec in Montreal, William who is attending today. Hello, William. Thank you for being here. And I also would like to mention someone very special who helped the team, Diane, who is also here. Thank you, Diane, for being here and attending this conference. So, unlucky me, when I was invited, I started to prepare a more academic presentation, really, with the classical phases and etaps. And then I was told that I should present a little bit more general public and students. So, unlucky me again, I just kept the academic PowerPoint, and I will try to make it a little bit more open during the oral presentation. Just a couple of words about the raison d'etre of this study. So, why do we study organization? It's not obvious. It's not like about medicine or biology or economy. So one would say that we are studying organization because we have to make them more efficient. But organizations are everywhere. The whole universe is a kind of example of organization. So on one side, I consider organization as the extension of our society. On the other hand, I also see organization at the heart of the society: family, friends, teammates, small groups, group of interest, colleagues. Organization are everywhere, they are society. And to exist, organization communicate. That's why the organization are developing a set of public relations and communication practices
that allows them to interact and to engage with various stakeholders. I know public relations is a very diverse and contested field. Some of my colleagues consider public relations as advertising, other as marketing. For me, public relations are more about communication. The public relations are diversity of communication professions, practices, skills, know-how, welded at every stage by communication. So the interest for public sector is, for me, it's obvious, but I would say that it's not obvious for everyone because public sector is understudied. For many decades, public relations and communication were interested more in the private sector. The last decade, we've seen many studies coming out on the public sector, particularly in North America and in Canada, but still the public sector is understudied. And lucky me this time, I would say, what could be better to study public relations in the public sector than in Ottawa, the federal capital of Canada. So the public sector is far behind in terms of research, but also in terms of digitalization process. Once again, the last decade, and particularly since 2015, the first election of Justin Trudeau, we see really increasing use of technology and social media a little bit more independently for public relations and communications practices, but still the public sector is far behind. And COVID-19 really didn't help much to improve that situation. Some of the most fundamental mission, from my point of the public sector, is to engage with various stakeholders through communication, internal, external, institutional, international, underrepresented, marginalized stakeholders. So engagement enables citizen participation and inclusion in political, local, social life, but also as decision-making process, different kind of national programs, and broadly speaking, the governance. A couple of words about engagement. How do I see engagement? Generally, participation is described as related to community inclusive organizational practices that empower really the stakeholders' diversity. On the other hand, inclusion is defined as minority members, insider status, belongingness, full contribution, engagement, voice and participation in the organizational decision-making process, but also as well as the means to draw out minority members' unique perspective and to integrate all these differences within one workspace. As an action-based perspective this time, engagement fosters the input of stakeholders in organizational plans, policies, activity through participation. Engagement also enhances stakeholders' inclusion and gives voice to various groups and community. I would say that at a social level, engagement encompasses the extent of individual and collective action with respect to public interest, governance, and provide contribution to emergence of what I call the new and renewed engagement practices, programs, and activity. I would like just to draw your attention on the fact that engagement can be from different time duration. It can be really very occasional or short-term, or to encompass a one-time activity. However, the long-term engagement is more important. When an organization is high on engagement orientation, perceives certain stakeholders as very important, like, of course, the citizens, and is rich in organizational resources, the organization is more likely to adopt a multi-engagement experience, a long-term engagement, a co-creational engagement approach to interact with these various stakeholders. Our study
addresses engagement as communication practice. That's really the particular part of our study. Let me say a couple of words about that. So the study of practices in different situations show, in fact, how actors act in specific contexts, articulating both institutional logic, but also a local knowledge based on actors' actual experience. The contextual performance of practices in return creates a condition for emergence of new practices. And for us, it's really very important to understand how these new practices emerge through communication and influences also the development of organizational knowledge and skills. The point of our research team was that the engagement implies communication at a deep level, and not merely as a function between others to be ensured in the engagement process. For us, engagement is communicational by nature, and we are theorizing the engagement as such. So as a dynamic and multi-level, multi-dimensional process with a social and rational focus on communication, engagement, I would say, emerges through a multiplicity of discursive activity, texts, conversation between human and non-human actors like machine, artifacts, technology, taking place in a temporally situated context. So you understood very well, our theoretical framework is based on a constitutive approach of communication. So we consider stakeholder engagement, this is our work definition, as a coherent, situated, emergent, and relational set of discursive, socio-technical, and distributed professional activities, linking through interaction, organization, stakeholders, and technology artifacts, and enacting collective practices through space and time. A long like definition, is it? So our study of stakeholder engagement focuses on how stakeholder interaction and enact participation and inclusion as discursive practices and discursive practical accomplishment over time, rather than how discourse make engagement more effective or mutually beneficial. Here we come to research question. The two main research questions we worked on were how does communication provide sustainability of stakeholder engagement when ongoing practices are discontinued by unexpected events. We're going to speak about COVID-19 and pandemic, of course. And second, how does technology enact participation and inclusion through communication over time? Couple of words about the context of our research. It was difficult. It was difficult. Always is difficult to build and to build a partnership with the government, but also because COVID-19 changed a lot of things in our research. We started with participant observation in partnership with the Open Government of Canada. I want to use OG, Open Government, which is a complex initiative aimed at the concrete commitments from government to promote participation, inclusion, democracy, transparency. The idea is also to empower citizens to strengthen governance and new technology. And this is very important, the Open Government for Canada, because Canada is a member of the Open Government Partnership since 2012. And in 2019, Canada was also the chair of the Open Government Partnership. And a summit was held in Canada, in Ottawa, in 2019, when Canada was the chair of the OGP, Open Government Partnership. So in compliance with the Open Government Partnership, the Open Government team developed every 2 years a new national action plan. That's very particular for them, every 2 years, NAP.
So they set this plan on the basis of a very large consultation process. This involved the participation of a broad range of stakeholders, including citizens, but also civil society and public and private sector. So following this consultation, the Open Government team publishes a summary of the discussion in a What We Heard report. It also outlines a range of themes representing the basis of the new plan. So Canada's fourth national plan was due to expire in the summer of 2020. But the global COVID-19 pandemic, of course, disrupted the consultation process and delayed the development of the fifth plan. So I think it's important to clarify that the consultation process prior to pandemic was mainly based on in-person public meetings, physical in-person meetings in different locations, discussions with the different stakeholders, and different workshops with a wide range of collaborators inside the Canada capital, but also outside in every city in Canada. But with the rise of the pandemic in March 2020, the engagement team ceased the in-person meeting. Of course, it was impossible anymore to do it because of the state of emergency declared by the Canadian government. They also began to fundamentally rebuild all the channels, all the platforms they use to connect with the citizens at this point, with different organizations and public society. So we started our collaboration with the Open Government in January 2020, when the in-person consultation were still ongoing. And we continued our collaboration through the pandemic until early, I think, February 2021. Very quickly about the method, to have a little bit more time to speak about the findings. The initial method of data collection was based on real setting observation and involvement in the everyday organizational life of the Open Government engagement team. And that's really a conversation for different presentation, but it was very difficult for it to find a partnership with the Open Government when it comes to make a real setting observation of everyday organizational life. That means we should spend the time with them every day and to really be involved in observing what they are doing in terms of public relations and communication practices in the engagement process. So we attended only 2 in-person consultations before the pandemic-related transition to remote work. And once the pandemic hit, we opted for online interactions with every employee because every employee was allowed to work exclusively from home, the same for us. So we collected data from 13 meetings with 4 employing managerial position at the Open Government. So the online meeting was conducted via Zoom. We are very familiar with Zoom, bi-monthly, and between March and November 2020. So this meeting were ranged between 28 minutes and 60 minutes on average. So the findings, yes, I have 10 minutes to speak about that. The findings, so the first thing is, let's speak about pandemic. Because of the pandemic, the lack of rules and official guidance disorganized the engagement team deeply. And because of the pandemic, they shifted the entire engagement process with stakeholders to something very different they never did before, they never did so digitally before. To make a clear decision and move forward with this very critical situation for them at this point, communication and collaboration with external institutional partners as the civil society was really perceived by the team as a primary way to rebuild the network and resume the engagement process. It was quite clear for the Open Government team member that it needed to rely on partners and internal collaborators to reorganize the public consultation. So in this condition of uncertainty, I know what happened tomorrow,
The final outcome of the engagement process, which was the written national plan, it's a written document, wasn't able to be achieved in a set time frame because, as they say, it was on a full stop. So I'm going to quote in one of the open government team members. So he said, we put our consultation on hold. We don't consult with the public right now for the open government, which means that our outreach team and engagement that mainly engage 100% in person find itself now in a situation where it needs to change its approach, its focus. It's not public consultation anymore, they said. It is now supporting the engagements of the ministry, departments, supporting the engagement of internals. So this temporary stop of public consultation gave a new priority and direction to engagement team in order to rebuild the internal network that had ensured until that time, to the pandemic, the engagement process with various stakeholders. So in fact, the entire open government engagement as practice was built upon at this point as a strong connection between open government and stakeholders that made it possible to communicate. And the fact that this was delayed, so first disrupted, halted, and delayed. This fact created, that gave the team more time really to be ready as much as possible to update, to upgrade, and to reactivate the official messages put in the parking lot, they said. And in our perspective, this opened an unexpected but really very interesting time margin, like a period of time we call time margin, in which a communication between open government employees, collaborators, and organization took place. So technology and digitalization practices were central in this situation. So the resumption of consultation with stakeholders implied deeply the development of and the use of digital technologies. Since the very first day of the interruption of engagement practices, the open government team considered technologies as a way to keep consultation ongoing with stakeholders. That was the only way. So the open government team addressed the engagement practice of the future as inevitably digital practices. And they also addressed technology as the only possible way to make engagement happen. I'm quoting again, we never did it, engagement so digitally before. And it's only gonna get more and more digital as time goes on. We can see that. So this is just an example of how technology was perceived as inclusive, collaborative, accessible, and welcoming in the context of COVID-19 pandemics, because they had the potential to more easily reach a larger number of stakeholders, but also to seek their opinion, their input about the priority of the new NAP, and therefore take into account their point of view. However, despite the idealization, I would say, of the digitalization and technology, the team members really didn't consider the use of technology as something super linear or ready-made process. They really recognized the fact that the implementation of those technology was a very, very difficult a challenge that needed to be constantly questioned, examined, and rediscussed again between the team members and the other stakeholders. Since fully digital consultation had never been undertaken before. Partially, yes, but never fully digital. So for the team, the implementation of the technology was a matter of having, expanding, developing unnecessary professional skills and competencies to use and work with those technology. So the lack of general guidelines and regulation regarding the employee training, I mean, limited the number of people that were qualified and able to use and to work with these various tools and platforms. That was a problem. So on the other side, not every internal and external stakeholders had the skill to use the technology, but not only every stakeholders had access to digital tools and technology and device.
So the engagement team recognized really that not every person have access to reliable technology equipment in order to connect with the open government. For example, they mentioned the marginalized population and North community. Some community lack really very basic tools like landline phones and don't have access to personal computers and reliable internet connection. So that issue was frequently raised by open government member team. And it was associated with what they call the digital divide, that they define broadly as the gap between communities in their respective access to technology. So the digital divide appeared to be a concern for the implementation of engagement practices, hindering communication with a marginalized population and those who live in a North territory. So the participation and inclusion in public consultation from this point of these specific stakeholders were therefore very, very problematic. The engagement team also recognized that some stakeholders weren't just inaccessible because of the technology, but because of they're not interested in engaging with the open government, especially in the context of pandemic, where many people just try to access a different state help and a different information. They say, are they interested in engaging still with the open government? The engagement team recognized that this wasn't the case. So as a conclusion, let's say that in my conclusion, I would like to rise and to stress the role of communication in all this. So this is somehow the summary of our research. This is what I just presented right now. It's all about the communication, the role of the communication for this community and sustainability between disruption and a sustainability continuation of the engagement practices. So as a key element in the stakeholder engagement, communication is the nexus of this continuity and sustainability of stakeholder participation and inclusion, and I would say this over time. As long as communication made team members interact, the engagement process does not collapse completely. Maybe it had been delayed, interrupted, transformed somehow, changed, altered, discontinued. But the collective rebuilding of the engagement process remaining ongoing. So thanks to communication on a different level, the engagement team was able to produce a renewed engagement practices. And I think they are just going to publish the new action plan, 2 years with delay, but the new action plan is there. And this is the end of my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Ivan. So now we'll go to our next presenter, Jean-Sébastien. Do you need to share? I think you'll be able to do everything fine. And then we'll. Yep, I will share. Thank you, Louise. I'll share my screen. All right. Can you see my screen? Yes, we can see. Vous pouvez voir, parfait. Alors, je commence. But we also see the presenter mode, le mode présentateur. C'est ça que tu voulais? Non, vous devriez juste voir. Attendez, c'est bizarre. Non, normalement, vous devriez juste voir Là, en ce moment, vous devriez juste voir une fenêtre, non? On voit toujours le mode présentateur, mais c'est bon. That's weird. That's weird. Well, let's go this way if you don't mind. That's kind of weird. Do you have two screens? Non, j'en ai juste une, c'est ça. C'est bizarre, ça devrait projeter juste une fenêtre. Mais... Veux-tu commencer ta présentation? Parce que ça se peut qu'elle n'ait pas commencé. Non, je l'ai commencé, puis c'est pour ça que ça n'apparaît pas. C'est pas grave, j'ai juste partagé l'écran, puis vous allez voir mes notes. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment. Ça, Merci.
je vais y aller comme ça, c'est pas bien grave. Bon, vous voyez là? Oui, on voit, Parfait. on voit. C'est bon. Désolé, PowerPoint fait des siennes. Bien, merci d'être là. Donc, je vais vous parler de l'enseignement de la mise en récit des données à nos étudiants en journalisme. Donc, grosso modo, ce qu'on appelle le journalisme de données. Ce n'est pas une recherche en tant que telle. Isaac et Meredith m'ont demandé de présenter un peu ce que je fais en classe, mais vous allez le voir vers la fin de la présentation. J'ai quelques questions qui présentent, quant à moi, un potentiel de recherche et j'envisage peut-être de lancer un petit projet de recherche là-dessus. Donc, je vais d'abord vous parler du cours JOU 4100, qui est la version anglophone, et le cours 4500, la version francophone du cours Journalisme numérique 2. Je vais vous parler un peu de la description officielle du cours, des objectifs d'apprentissage, des thèmes et concepts et des outils qu'on utilise. Je vais vous donner un aperçu un peu du déroulement du trimestre à travers les différents modules et les familles, les catégories de modules. Et je vous parlerai là et montrerai quelques exemples d'activités et de travaux. J'ai aussi préparé une petite comparaison avec des cours qui sont offerts ailleurs. Et dans ma conclusion, je ferai donc quelques constats et je vous présenterai des questions, comme je le disais, qui présentent quant à moi un potentiel de recherche. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le cours Journalisme numérique 2? On a la description officielle ici et c'est un cours qui a évolué depuis qu'il a été lancé en 2016. Donc, c'est un cours qui a été créé lorsque le programme de journalisme a été relancé il y a une demi-douzaine d'années. Et ce cours, donc, est le cours de niveau 2. On a un cours de troisième année qui est le niveau 1, dans lequel les étudiants apprennent à produire des reportages pour le web. Donc, rédaction pour le web, production multimédia, utilisation des médias sociaux, techniques de recherche avancées sur Internet, authentification des informations trouvées en ligne. Et à l'automne, ils prennent ce cours dont la description est la suivante: production de contenu numérique avancé, initiation au codage, utilisation des logiciels de géolocalisation et d'infographie, design et visualisation des données. Donc, il n'y a pas nulle part là-dedans l'appellation officielle de journalisme de données, mais c'est ce qui est devenu le cours au fil des ans. Je le donne depuis ses tout débuts. On a été 2 instructeurs à le donner. Il y a eu Roberto Roca qui l'a donné une session il y a quelques années. Sinon, j'ai pas mal été le principal instructeur pour ce cours. Petit aperçu des objectifs d'apprentissage. Il y en a 8 au total. Donc, les étudiants apprennent dans le cadre du cours à créer un mini-site Internet en HTML et CSS. Et là, petite parenthèse, ce n'est pas directement lié au journalisme de données, mais pour pouvoir notamment importer des données depuis divers sites Internet avec des requêtes import et expat, il faut avoir des bases en codage. Alors, je leur apprends à faire un petit site Internet à partir d'une page blanche. Ensuite, ils apprennent à trouver des données dans des bases de données publiques et par le biais de demandes d'accès à l'information. Donc, Yvan parlait du Open Government. Eh bien, dans cette mouvance du gouvernement ouvert, les gouvernements, notamment du Canada, du Québec, de l'Ontario, les villes, publient de plus en plus de données ouvertes. Donc, les étudiants apprennent à explorer ça et je leur apprends également à soumettre des demandes d'accès à l'information. Par la suite, on parle de l'extraction des données. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à trouver les données dans des bases de données déjà, prêtes, là, des fichiers Excel, etc., des fois, on les trouve en ligne quand même, mais il faut les extraire. Donc, je leur montre comment extraire ces données-là avec des requêtes import et expat qui fonctionnent directement dans Google Feuilles de calcul. Il y a des outils automatisés, notamment avec Excel maintenant, qui permettent d'extraire des données qui sont structurées, par exemple un tableau sur Wikipédia, mais je trouvais important et je trouve toujours important de leur apprendre à le faire manuellement, même si dans bien des cas, ils vont de toute façon utiliser des logiciels qu'ils font automatiquement. Je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne sous le capot de ces outils. Donc, on le fait manuellement un petit peu. Ensuite, ils apprennent à nettoyer et à analyser des données. On parle d'outils comme OpenRefine, des filtres dans Google Feuilles de calcul. On fait de l'analyse de données avec des tableaux croisés dynamiques, les fameuses pivot tables. On parle de formules mathématiques, donc on révise un petit peu des formules de base du secondaire, calculer un pourcentage ou un ratio, trouver une somme, trouver la moyenne, la médiane, le mode, afin de trouver des sujets potentiels de reportage. Donc, vous allez le voir au fil de ma présentation, il y a vraiment un volet très technique, comment faire les choses, mais il y a un volet quand même assez
intellectuel, théorique sur les bonnes pratiques en matière d'analyse de données, comment bien contextualiser les données. Les autres objectifs d'apprentissage sont les suivants. Donc, les étudiants apprennent à transformer leurs données. Et là, j'ai tiré ça du plan de cours. C'est pour ça que ça dit vous ou vos données. Donc, ils apprennent à transformer leurs données en graphiques et cartes avec des outils comme Data Wrapper et Google Mes Cartes. On parle un peu de tableau également à l'occasion. Ils apprennent à communiquer efficacement les résultats de leur recherche. Je leur fais faire, oui, un reportage multimédia basé sur des données, mais également une analyse de données qui s'apparente davantage à ce qui est fait dans les programmes de sciences des données pour vraiment leur inculquer une certaine méthode scientifique quand vient le temps de travailler avec des données. Et on verra que c'est ce qui nous distingue peut-être de certains autres cours de journalisme de données qui sont donnés ailleurs. Les étudiants apprennent également à expliquer leur démarche journalistique. Je veux qu'ils puissent non seulement produire des reportages, mais m'expliquer de façon critique comment ils ont produit le reportage, expliquer leurs décisions éditoriales, d'expliquer pourquoi ils ont décidé de mettre en évidence, de mettre de l'avant une statistique plutôt qu'une autre. Et finalement, je mets un peu l'accent sur les théories sous-jacentes au journalisme de données. Par exemple, on parle des enjeux éthiques liés à l'extraction des données, la place des données dans la société, les marges d'erreur, on parle de principes clés en matière de visualisation. Il y a un livre que j'aime bien utiliser qui porte sur la désinformation à travers des visualisations qui ont été mal conçues. Voici donc un petit aperçu des principaux thèmes et concepts et outils qu'on voit dans le cours. J'ai fait un nuage de mots ici en extrayant tout simplement de mon site Brightspace les objectifs d'apprentissage spécifiques à chacun des modules. Donc, il y a 12 modules, on parle d'une trentaine, quarantaine d'objectifs spécifiques pour tout le cours et on voit qu'il y a des thèmes récurrents. Feuilles de calcul, les données, Google, donc on utilise beaucoup les outils Google, Web, mais également, au-delà des outils, comprendre, expliquer, trouver, présenter. Donc, encore là, cette idée que le journalisme de données n'est pas seulement un champ de compétences techniques, mais qu'il y a aussi vraiment un côté très intellectuel à la chose. On trouve des données, on trouve des histoires potentielles pour nos reportages, mais on doit aussi contextualiser la donnée pour ne pas induire nos lecteurs en erreur. Et plutôt que ça, on veut vraiment les informer et les aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit en appuyant nos reportages sur des données. Et voici un petit peu la structure du cours. Donc, j'ai séparé le cours en 5 blocs. On a une introduction au codage et aux données. Vous voyez les différents modules ici, il y en a 4. Ensuite, j'utilise une approche qui est inspirée d'un livre qui s'appelle « Le guide du data journalisme », qui a été créé par divers auteurs, notamment à travers le Centre européen pour le journalisme. C'est un livre qui est vendu en version papier dans plusieurs langues et il y a une version en ligne qui est offerte gratuitement. Et c'est un livre qui se veut collaboratif, donc qui a été écrit par des dizaines d'auteurs qui ont chacun contribué une section de chapitres. Et ce livre-là se base sur trois grandes étapes. Obtenir la donnée, comprendre la donnée et communiquer les résultats de nos analyses. Et c'est ce que j'ai reproduit avec le cours. Donc, on obtient des données dans des bases de données, des portails de données ouvertes, à travers les lois d'accès à l'information, ou on peut également faire ce qu'on appelle du web scraping pour aller extraire les données depuis des sites Internet ou des bases de données. Il y a des enjeux éthiques reliés à tout ça, on en parle à la fin. Comprendre les données, il faut d'abord nettoyer les données, ordonner les données, comprendre les limitations. On peut faire une analyse pour voir s'il y a des données qui semblent incongrues, ce qu'on appelle les outliers. Donc, si on a un jeu de données qui porte sur, je ne sais pas moi, les âges d'un groupe de personnes et qu'on a quelqu'un qui a 150 ans, bien, il y a un petit drapeau rouge qui devrait se lever et nous pousser à nous demander si le jeu de données est vraiment crédible. Donc, trouver les données qui ne semblent pas concorder avec les autres. Et ensuite, je leur donne quelques trucs pour trouver une histoire potentielle à travers le jeu de données. Une fois qu'on a fait tout ça, on sélectionne les données qu'on veut mettre de l'avant et on doit les communiquer, qui est la troisième étape. Donc, on apprend dans le cours à faire des tableaux et des graphiques. Je le disais tout à l'heure avec Data Wrapper. On peut faire des cartes également, encore là avec Data Wrapper ou avec Google Mes Cartes. Et quand on parle de cartes, on parle de cartes interactives qui peuvent avoir plusieurs niveaux, soit une carte avec des zones
soit une carte qui a des locatifs, donc des points et les gens peuvent cliquer dessus. Donc, il y a tout un côté technique également, mais on réfléchit à la meilleure façon de présenter nos données. Et en guise de conclusion, il y a un module qui porte sur les techniques avancées et les enjeux éthiques. Puis après, on a une discussion finale sur la suite des choses, le dernier cours, bref, la dernière rencontre, lors de laquelle je leur suggère quelques ressources additionnelles pour ceux qui voudraient parfaire leurs compétences. Parlons maintenant de quelques exemples d'activités et travaux qui sont faits dans le cadre du cours. Je vais vous présenter les deux principaux travaux faits pendant la session et le travail final. Il y a également des petits laboratoires hebdomadaires qu'on fait en classe. Ceux-là, je pourrais vous en reparler pendant la période de questions s'il y a des intéressés. Donc, ça, c'est un exemple du premier travail qui est à remettre, la conception d'un site Internet. Et ça, c'est le modèle que moi, j'ai développé. C'est un site Internet qui est assez basique et je donne accès aux étudiants au code source ici en HTML et à la feuille de style CSS. Donc, pendant les ateliers pratiques en classe, je leur montre vraiment comment partir d'une page blanche, créer un document HTML, y ajouter du contenu, le lier à une feuille de style, modifier l'apparence visuelle de la page. On publie le tout sur Internet avec un outil qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle GitHub. Et pour le travail, comme ce n'est pas un cours de codage à proprement parler et qu'on n'a que 2-3 semaines à consacrer au codage, je leur donne un modèle à partir duquel travailler et je leur demande de faire un nombre précis de modifications, d'ajouter du contenu. Donc, ils ne repartent pas complètement de zéro. Ils apprennent à partir de zéro pendant les ateliers et pour le travail, pour les aider à gagner un petit peu de temps, je leur donne un modèle à partir duquel travailler qui est celui-ci. Le deuxième projet sur lequel on se penche pendant le cours en est un d'analyse et de visualisation de données. On voit ici la plateforme GitHub, qui a un outil qui s'appelle GitHub Classroom, qui me permet de créer des modèles de travaux, un peu comme Brightspace. Les étudiants soumettent leurs travaux et je peux après ça les retélécharger sur mon ordinateur et les corriger directement là, avec mon outil de codage qui est Visual Studio Code. Donc, pour ce travail, eh bien, vous voyez ici qu'il y a des modèles en français et en anglais et ça ressemble un petit peu à ça. Donc, vraiment un travail qui se veut inspiré du domaine de la science des données. C'est un rapport de laboratoire davantage qu'un reportage. Et ils doivent vraiment, section par section, expliquer ce qu'ils ont fait. Donc, s'ils ont extrait des données, eh bien, je m'attends à ce qu'ils incluent, par exemple, une capture d'écran du processus qu'ils ont suivi pour importer un document ou encore s'ils ont utilisé des lignes de code expat pour importer des données ou des formules import, eh bien, de les inclure également. Le projet final, donc je disais 2 projets de 20% pendant le cours et un reportage final, puis il y a des laboratoires et des quiz pendant la session également. Pour le projet final, c'est là vraiment un reportage plus traditionnel basé sur des données. On parle de 1500 mots. Il doit y avoir un peu de contenu multimédia et au moins une visualisation de données. Donc, j'essaie vraiment, en partant de zéro dans bien des cas, de leur montrer un peu de codage, comment le web fonctionne sous le capot, comment extraire, trouver des données, comment les comprendre, les nettoyer, comment les présenter et comment réaliser un reportage multimédia qui se base sur leurs compétences en journalisme de données. Mais comme c'est le cours 2, qui a également un cours journalisme numérique 1, ce travail-là est un peu un projet capstone pour les 2 cours. Il me reste du temps, Louise, c'est bon? Alors, voici maintenant une comparaison avec des cours qui sont offerts ailleurs. J'ai regardé un petit peu, et là, ça ne se veut pas une analyse exhaustive. J'ai regardé ce qui se fait à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université Laval, à l'Université de Montréal, à Carleton et au Collège Algonquin. Donc, j'ai quelques exemples de cours et je vous expliquerai un peu où on se situe dans tout ça. Donc, on a un exemple ici du cours EDM 4455, journalisme sur Internet et de données, qui est donné à l'UQAM. Il faut savoir que l'UQAM a modifié dernièrement ses cours, là, et celui-là, je vous épargne la lecture de la description, mais c'est un cours qui, somme toute, ressemble en tout cas, de par sa description, à ce qu'on fait dans le cours journalisme numérique 1. Et c'est un cours qui fait partie de la formation de base. Il y a un autre cours à l'UQAM qui est journalisme de données 2, qui, lui, est très semblable
du moins de par sa description, à ce qu'on fait dans le journalisme numérique 2. Là où on semble, a priori, nous distinguer au département, c'est que le cours, dans notre cas, est obligatoire. À l'UQAM, il est complémentaire. Donc, nos étudiants, a priori, se retrouvent, entre guillemets, forcés à avoir un cours un peu plus poussé, alors qu'à l'UQAM, ça semble être un cours au choix complémentaire. On a l'Université Laval qui offre un cours de 2e cycle sur les bases du journalisme de données. Donc, le titre du cours parle de lui-même. Du côté de l'Université Carleton, le programme de journalisme offre un cours de 4e année qui est un cours d'introduction, non pas au journalisme de données. On parle ici de data storytelling, qui est quant à moi un autre terme, une autre terminologie pour désigner, somme toute, le même travail. Donc, un cours pour les étudiants en journalisme et il y a un cours qui est offert dans le programme Media Production and Design. Je donne ce cours à l'automne à Carleton, qui est Introductory Data Storytelling. Donc, ici, un cours qui n'est pas pour les étudiants en journalisme, mais pour les étudiants en production et design médiatique. Et ce sont des cours, la série de cours s'apparente un peu à ce qui se fait dans notre programme de sciences humaines numériques à un certain point. Donc, ici, dans ce cours-là, la description est différente, mais je vous dirais qu'il y a environ 8 des 12 modules qui sont en tout point semblables à ceux que je vous ai présentés plus tôt pour notre cours Journalisme numérique 2. Carleton m'a approché il y a quelques années pour donner un cours semblable. Une fois que les étudiants ont pris ce cours d'introduction, ils suivent un cours de visualisation de données à proprement parler. Donc, dans MPAD 2003, on utilise des outils comme Data Wrapper, Google Mes Cartes, etc. Et à l'hiver, ils prennent un cours en visualisation de données basé davantage sur les techniques de codage. Donc, ils vont utiliser JavaScript, CSS, des dessins en vectoriel SVG et la librairie D3. Donc, ils apprennent à faire des visualisations beaucoup plus poussées, beaucoup plus personnalisables en utilisant du code, ce qu'on ne fait pas de notre côté. Et il y a également un cours que je trouve intéressant qui n'est pas un cours a priori très pratique, mais qui se veut vraiment un cours de réflexion sur le rôle des mégadonnées dans notre société, donc Internet and Big Data Law, qui est, à ma connaissance, un thème qu'on n'aborde pas nécessairement avec nos étudiants en journalisme autant que nos confrères de Carleton le font et qui pourrait a priori être intéressant là, pour vraiment former des journalistes qui non seulement ont des compétences de base en journalisme numérique, mais qui sont à même de mieux comprendre le rôle des données dans notre société. Dernier cours que je trouvais intéressant, c'est celui-ci, un petit cours d'introduction de 28 heures qui est offert au Collège Algonquin, qui est partenaire avec notre programme. Donc, les étudiants qui sont inscrits dans notre cohorte anglophone prennent ce cours à Algonquin également. Mais pour avoir discuté avec les étudiants, on parle ici vraiment d'un cours de base qui leur montre à prendre un tableur et à en faire une histoire. Il n'y a pas autant d'étapes que ce qu'on leur montre dans Journalisme numérique 2. Donc, il y a quand même une belle passerelle ici où ils apprennent les bases à Algonquin et on pousse le tout plus loin dans notre cours Journalisme numérique 2. J'ai jeté un coup d'œil à la Cité, qui est notre partenaire francophone, et a priori à la Cité, il n'y a pas de cours du genre. Quelques constats. Donc, les offres d'emploi qui requièrent explicitement des compétences en journalisme de données semblent somme toute peu nombreuses, je vous dirais. On parle beaucoup dans la littérature, notamment des livres et des articles que je lis avec mes étudiants de l'importance d'être compétent en données, en numérique, mais quand on regarde, en tout cas du côté francophone, et là c'est vraiment une observation anecdotique, mais quand je regarde les offres d'emploi et de stage qui nous sont envoyées par des partenaires du milieu qui cherchent des étudiants ou de jeunes diplômés, les compétences en journalisme de données ne semblent pas être nécessairement ce qui est recherché. Donc, on donne une formation plus poussée, mais la question est de savoir est-ce que ça répond vraiment à un besoin des employeurs et est-ce que nos étudiants, une fois sur le marché de l'emploi, arrivent à mettre de l'avant ces compétences pour continuer de les développer plutôt que de les perdre. Toutefois, des compétences de base en mathématiques et statistiques sont très utiles dans une salle de rédaction. On l'a vu notamment avec la COVID, l'importance de pouvoir quand même se faire une tête quand on reçoit beaucoup de données. Il est aussi souhaitable pour les journalistes, et ça c'est mon avis, de comprendre le rôle des données et des algorithmes dans notre société. On en parle un tout petit peu dans Journalisme numérique 2, mais quant à moi, ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi.
nous n'offrons pas de cours à 100% dédiés aux données, mais on offre quand même un cours de méthode quantitative, ce qui semble nous distinguer. Et autre constat, alors que le Collège Algonquin offre un cours d'introduction au journalisme des données, la Cité là, ne semble pas traiter du sujet. Donc, on a des différences même chez nos partenaires collégiaux. Et pour terminer, quelques questions qui présentent, selon moi, un potentiel de recherche, eh bien, de nous pencher un petit peu, et j'aimerais peut-être faire un peu de recherche là-dessus de façon un peu plus formelle. Donc, tenter de déterminer quelles sont les compétences qui sont recherchées par les employeurs canadiens, lire ici les salles de rédaction, principalement en milieu francophone, en matière de journalisme de données. Donc, je le disais, du côté anglophone, beaucoup la littérature parle de l'importance du journalisme de données, etc., et de ses compétences. Mais du côté francophone, ça semble être un peu moins présent. Donc, j'aimerais clarifier le tout, éclaircir le tout. Autre question, est-ce que la formation que nous offrons actuellement à nos étudiants en matière de littératie numérique, je sais que Meredith se penche là-dessus aussi, est-ce qu'elle est suffisante, tant sur les plans théoriques que techniques, pratiques? Et en terminant, comment pourrait-on mieux arrimer notre formation avec ce qui se fait déjà au niveau de nos partenaires collégiaux? Donc, je le disais, la Cité ne semble pas vraiment se pencher sur la donnée, alors qu'à Algonquin, il y a un cours d'introduction et le Collège Algonquin semble vraiment vouloir inclure le journalisme de données dans un nouveau laboratoire de production multimédia. Alors, voilà pour ma présentation sur le cours Journalisme numérique 2, qui est également offert en anglais. Merci, Jean-Sébastien. Thank you very much for this great presentation. And now both Jean-Sébastien and Yvan are going to answer your questions. You can raise your hand if you have one specific question, or you can also type it on the chat. So I see that Isaac has a question. Yes, thank you, Luis. I have a question for Yvan, a very interesting presentation, because certainly the government, it's under pressure. I mean, the governments everywhere, but certainly the government in Canada, either at the federal, as you said, provincial or local level, is under pressure to adapt to the new realities of, digital communication, and particularly in the context of the pandemic, that somewhat force or put more pressure in order to achieve that change. But I had a recent experience also with people with the government. It's not a research. I got an invitation to talk about crisis communication, the pandemic. I think I had all those. I mean, that's what they told me. It was a big group of people dealing with mainly social network. I mean, the community managers of the government, let's say, for different departments, different areas. And when I was preparing the meeting with those who invited me, that they told me that what they felt, the impression they had is that these people were kind of overwhelmed. They were kind of overwhelmed by the situation, because they were kind of the punching bag of people on Twitter, maybe sometimes Instagram, but particularly Twitter. They were kind of a punching bag, people saying whatever about the government, insulting the government, etc., etc. And that was a source of stress, a source of frustration also for them. And they didn't know, it was not clear for them what to do. I mean, certainly they won't engage in a exchange with someone insulting the government, but they didn't get any guidance, any clear guidance of what to do. And one of the objectives of the meeting with me and other meetings was somewhat first give them the opportunity to learn or to look at other perspectives on the issue, and someone also to vent a little bit, to have the opportunity to exchange with someone about their frustration, stress, etc., etc. And I would like to know, Yvan,
if, because you said, okay, in general, the idea of working with the technology of, the distance, the option of remote, working remotely, etc., was in general perceived as being very positive. But I would like to know if, in your observations, you saw something related to this stress and frustration that also comes from, being always exposed to this never-ending cycle of information, messages, etc., etc. Yeah, thank you for the question, Isaac. Yeah, that's a very good question because yes, that's not very ideal. Like, so the pressure, the source of pressure, the first thing is the lack of structure. So there were like in a deep water, no structures, because all the structure they built upon a time in terms of engagement was destroyed with the pandemic. So there really was stress because of that. Technology were there, but they didn't have a skills. At least not everyone had the skills to use those technology. Working from home, it may be for everyone here very easy, but not for everyone in the different organization. It's easy to use even Zoom or different kind of platforms to engage with the stakeholders. That yes, it was really very stressful. So what they did, what they defined like solution, it was to try to figure out, to try different tools, different device, really with a clear idea in mind that probably not gonna work because they don't know where they are aiming at. What is the end of the tunnel? Where is it? Where is the light? But in their mind, this pressure was lower because they were really clearly aware of the fact that they're figuring it out, trying out different solutions. And that is exactly our conclusion, that even if the tools or the technology were a source of stress and didn't probably finally work because many different tools were developed, used, and then just abandoned. But the fact that they tried, that they interact, that they rebuild this internal network, helped them really to overcome distress. The other thing with other source of stress, this is probably the fact that the distance, that they weren't anymore close to stakeholders. They were really engaged in-person consultation when everybody is around the table, and they just took notes and wrote down what the people said in terms of ideas, what we're going to put in the new plan. And now they dealt with platforms when everybody went there and just wrote down the ideas, and they just collect those ideas and making a summary of those ideas. And they lost the human part of the engagement work in this process, which was really a source of stress. Yeah, I would say that. Thank you, Ivan. Merci. Thank you for the question and the answer. The next question is from Diane. J'ai une question pour chacun de nos conférenciers, mais je vais poser la première question. Je pense à Jean-Sébastien, puis ensuite je vais revenir s'il y a du temps, puis poser une question à Ivan aussi. Jean-Sébastien, je ne connais pas vraiment tout le cheminement des cours au premier cycle, mais il me semblerait que ce cours-là serait utile aussi pour les étudiants qui étudient la communication en général ou les relations publiques. Est-ce que c'est un cours ouvert au département en entier, ou est-ce que c'est seuls les étudiants en journalisme qui prennent ça? Parce qu'il me semble que les principes, puis les outils, les compétences seraient importantes autant dans une entreprise que dans un journal ou une autre organisation journalistique. En fait, à ma connaissance, les cours de journalisme sont ouverts aux étudiants qui veulent les prendre comme cours au choix. La seule chose, c'est que le cours journalisme numérique 2, dans lequel on aborde beaucoup plus la donnée, est un cours qui a comme préalable le cours journalisme numérique 1. Donc, les étudiants doivent d'abord prendre le cours journalisme numérique 1
à l'hiver pour pouvoir prendre celui-là à l'automne, mais j'ai un étudiant qui le fait en ce moment, qui n'est pas en journalisme et qui le prend par intérêt. Ceci dit, puis je vois que Luc est ici, donc oui, je sais qu'à Carleton, le cours que je donne, et comme je vous disais, il est à 80% très semblable à celui que je donne ici, est un cours de data storytelling qui est destiné à des étudiants en production média. Donc, plutôt que parler de reportage journalistique, on parle de production médiatique, mais quand même basé sur la donnée. Donc oui, parce que quelqu'un qui va travailler même pour une ONG ou en relations publiques, d'avoir des compétences de base, ça peut être utile, ne serait-ce que pour savoir comment mieux interpréter les données. Puis, on a un cours de méthode quantitative, mais j'aborde quand même les types de données. Hein. On parle des types de variables, comment on peut les quantifier. Donc, même une valeur catégorique, si elle est nominale, on peut en trouver le mode. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, je parle quand même un petit peu de la théorie qui est derrière tout ça. Donc, on va au-delà de simplement prendre un rapport financier et de faire un tableau avec. Il y a quand même un travail d'analyse des tableaux croisés. Donc, oui, ce sont des compétences qui peuvent être utiles à des étudiants dans d'autres domaines, très certainement. Oui. Puis, on pourrait probablement l'ouvrir, mais il faudrait peut-être avoir un cours semblable, mais plus général, parce qu'en ce moment, dans sa forme actuelle, le cours est vraiment structuré en fonction des objectifs journalistiques par rapport à la production d'un reportage et tout ça. Mais les compétences sont facilement transférables, à mon avis. Ben, je pense surtout au gouvernement, au fait que présentement, il y a les gens qui travaillent du côté Internet, médias sociaux, tout ça, qui sont un groupe d'habitude complètement séparé des gens qui font le storytelling ou qui font les messages clés. Alors, il y a un rôle, je pense, que pour qu'ils puissent composer ensemble puis que chacun comprenne leur travail peut-être un peu mieux. Merci. Bien, on a une anecdote, mais un de nos étudiants faisait son stage à Statistique Canada et justement en faisant un peu du storytelling basé sur les données. Donc, de prendre des données a priori très techniques et de raconter des histoires avec, ce qui est un changement aussi de mentalité pour les organismes gouvernementaux. Donc, oui, très certainement, ce n'est pas du journalisme en tant que tel, mais ce sont les mêmes compétences qui sont nécessaires dans ce cas-là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Diane, would you like to ask your question? My question, Diane. Oh, okay. Well, I didn't know because Meredith had a question. I think we have time. So go ahead, Diane, it's fine. Okay. So I guess what I was wondering about is, and I know a little bit about your project, but what I was wondering about is the people who do this work, are they communications people or are they policy people who happen to do outreach? Because, you know, in the government, they have both, and very often it's policy people that are doing the outreach and stakeholder engagement and all of that kind of thing. So I'm just curious about, you know, the kind of background that this particular team had. Thank you for the question. It's important clarification. None of them had a communication background, and none of them was a professional, a communication professional. Otherwise, they don't have a properly speaking communication department working with the open government. They have a communication department for the entire Privacy Council. And the relation with this communication department was somehow conflictual. They really expressed that very openly, in the sense that they cannot communicate on their own on many topics, and they had to validate and check everything with this department. But there's no communication department within the open government in Canada. It's in something outside this department. And when I speak about communication, this is our way to approach the study. For them, communication is engagement. So they speak in terms of engagement, of outreach, on participation, digital divide, but not so much in terms of communication. And that was very interesting because
this makes it in our research team, the fact that we work with the people who are not expert in communication and do not work precisely in the Department of Communication, was very interesting, because when we start speaking with them and explaining that we're interested in communication, they say, well, but we are not doing communication. I said, yes, engagement is basically based on communication between organization and various stakeholders. Say, yeah, then I think that helps in return to understand our approach and our research. Great, thank you very much. Merci, Diane. Meredith, would you like to ask a question? Yes, hi. So thank you both for your presentations. I have a question for both of you. So maybe I'll just pose both of them, and then I'm gonna turn my camera back off because I'm just having some problems with screens right now. And I'm trying the fancy blue light glasses, so we'll see if that does anything. But Ivan, it was nice to hear about your research. I had heard about it through William and his involvement as an RA, so I knew a little bit kind of about what you were doing and what you were looking at, but it was nice to really hear in more detail about what you've been doing essentially for the last couple of years. And I was curious mostly about next steps and kind of where the project's going from here and what's going to happen next. So I guess that's your question. And then Jean-Sébastien, I am very curious about how students in our program responded to you showing them code and convincing them they're going to do the code. And I am wondering how you managed that and reacted to that, because I see that all the time in quantitative methods where they're like, I didn't sign up for a math class, this isn't what I expected, and it's a really kind of big barrier to getting students to do things. So I'm really just curious about your perspectives on that. So I guess you can go in that order. Thank you. Okay, great question, Mary. Thank you very much. Yes. What's next? For sure, I would not work in a close future with the government again. It was an uphill battle since 2018, 2019 to set this contract with them. It was very difficult to do partnership. So we started first with the, so we had 3 different departments in this project. The first one was the RCMP. And the RCMP were really very interested in participating since they had a new commissioner. That was over. So all the talks, all the discussion, that was over. The second department was the correctional service. The correctional service, luckily we have a research commission. All the project, no matter if it's social sciences or other, go across this commission. And this took us 1.5 years to set a contract that was signed by the correctional service and communication department, stating that we're going to start our research. And then we had one meeting, September 2019. In October, they said, we cannot continue anymore because there is election, federal election. We're going to see after. That's okay. We're going to wait. But after, it wasn't anymore the same. The minister, I remember the minister lost the election. That was a surprise. And they had a new commissioner. That was over. And so that was our second contract, was just they withdraw. That was in the contract. They can withdraw at every moment. And we finally start. That was really a serendipity to start with the open government, because I knew the executive director. I was inviting someone in my class speak about the social media in the federal government, and this person told me that she will come with her executive director because she's working for the open government, and that was the year of the Open Government Summit. So she came with this director and in my class, and then she told me, like, I spoke about my research. She told me, yes, if I'm interested, one day you can call me. And when the second contract was withdrawn, I called her in December 2019. And that's how we started with the open government. And that was really very difficult because the chance we had is that the executive director supported us. And my advice for everyone who want to start working with the government, never start with the bottom, start with the top of with the structure there, because no one on managerial position cannot help you. They're all, okay, we're going to work with you on an everyday basis. We're going to make observation of your practices. What you're going to look? Are you going to observe us? Oh, that's creepy. So it was really very difficult, and I don't want anymore
work with the federal government in the near future. Otherwise, I would like to continue with the public organization. And the next level is for the next year. We have one more year with SHARC to end all the publication and all this stuff. And I have a preliminary talk with Ottawa Public Health, which is still public organization, but based in Ottawa. It's City of Ottawa, with the communication department, which are doing a crisis communication. So the next project, finger crossed, will be about the communication practice in the field of crisis communication in partnership with Ottawa Public Health. So I appreciate the advice about the government and just the overview of the challenges, since I know in kind of related to the research I'm doing, I know the government's interested in data literacy as well. And there's been a few people that have reached out to me. So now I know, okay, I'll take that with kind of a grain of salt and just keep in mind that that's probably something that would, not take a year, but take 10 based on what you're saying. So that's a very great advice. Thank you. They are open if you want to work with them, like with the service or questionnaires or sending something by email, they can answer like, but if you want to go work with them and spend a time with them and not to hear what the manager will send through official channels, but really to see how practices are performing in real settings, that it's really a few better. Really to go inside. I'm having a mix of I can and can't believe what you've just told us. So that's I guess a good note too to any students that want to do any research that way, that don't tie that to your PhD or you're going to be here a long time. Wow. Thank you. Thank you for your question. I guess I'll answer the second question you had, Meredith. I'd say it is somewhat of a challenge sometimes to convince students that, knowing a little bit about coding will be useful, especially, given the context, as I said, we are, training them with, or trying to help them build a toolbox with, tools they can use, such as data journalism, advanced research techniques online. But what we hear from most employers is that, they just want reporters who can, do a more traditional story. I'd say the issue is really bridging that gap between, what we are currently training them for and, newsrooms that aren't necessarily there yet. I know that, for example, the CBC has a data team, but that's somewhat unique. The Globe and Mail, I think, has people who do data as well, but not, every single little newsroom does it. So the way I go about it is to, instead of, tell students, okay, you're going to be trained as data journalists, is to say, I'm going to teach you how to incorporate data, in basic math into your storytelling. So if you are a local municipal affairs reporter and there is a financial report put out by the city, you'll be able to interpret it and, present the data. Or if you cover COVID, you will be, well equipped to be able to understand, what you're dealing with. When it comes to coding more specifically, I spent about 2 weeks on basic HTML and CSS skills. Some of them are, I think, a little bit nervous at first, but I tell them, look, I've been teaching the course for 6 years now. Others have come before you and everyone managed to create a site. And I won't say I lied to them, but in the syllabus, it says you will learn how to build a website from scratch, which is true. But what I do is that for low stakes in-class labs, I teach them how to build a web page from scratch, how to add some styling to it, how to publish it online. But for the big ticket assignments, such as the first one, I give them a template to work with because I'm not that interested in them knowing whether they can actually build a full website from scratch. Reporters don't really have to do that. I'm interested in knowing whether they can look at a website, understand its structure, and understand how things work. So it's more akin to a take-home exam where I'm like, here's the code. You need to implement 5 accessibility measures. You need to modify 10 of the elements in the styling sheet and stuff like that. When it comes to basic math and formulas and functions, such as creating a formula from scratch to calculate a percentage or ratio, or using an expat query to fetch information again. I know that some of them are a bit nervous about it, so I teach them how to do it.
but I give them a workaround for the big assignment. So there's still, a little bit of a portion of the grade attached to it with in-class labs that are worth a few percentage points. But for the bigger assignment, I give them the option of using a data set that I already extracted or to extract it themselves. And that's something I take into account when grading. So, I always ask myself what is very important for them to know and what is nice to know. If it's a nice to know thing, I focus on it in class a little bit. We do a lab, and then the big ticket assignments that, I don't necessarily include that in there, but I think that they still need to be aware of coding so that they have a better appreciation for the big picture and how the internet works in the first place. I hope I'm making sense here, but it's just a matter of telling them, look, we're building a toolbox. You might not be good at everything, but at the very least, you should understand how, the internet works, because that's your tool. So understand what's going on under the hood, but you don't need to fix the car from scratch or build it from scratch. Just understand how to change the oil. That's what I'm teaching them. No, I think it's awesome, and I actually want to take your class, and I've said that. You're welcome to. Yes, I was like, would that be weird? But no, I'm really curious about kind of how you're mitigating that anxiety, and I know that I have a student that's really interested in kind of data anxiety as like a construct and something that we can develop interventions and practices, especially as professors, to kind of help reduce that anxiety. And it sounds like you're already doing a number of strategies. So I'm definitely going to be picking your brain about that in the future. But no, it's very neat. Yeah. I don't know who has answered that. Are we allowed to sign up for undergraduate courses and take them? Oh, well, you can drop in anytime. If I can add one thing, I think Yvonne wants to add something, but just one quick thing. The one thing I discovered over the years is that, the first time around, I didn't really teach about coding. It was like kind of a complementary module that I talked to Isaac, who was the department chair at that time, with Jessica, who was the coordinator for the journalism program. And I decided to include, a little bit of a coding component. But then I discovered that I was doing, a project-based course, and that some students, maybe because, they I won't say they were ashamed, but they didn't want to tell me what the concepts they were not grasping, such as, a student came to me, the following winter in another course and was like, how do I calculate the percentage again? I'm like, didn't you take my data class last term? That's something pretty basic. I re-explained it. So in order not to alleviate their anxiety, but to make it worth, to make it work for them, I decided to cut down one assignment and to introduce in-class hands-on activities and quizzes that are, they're not worth much, 30% in total. I dropped the two lowest grades, but it gives them an incentive to really focus on what's important. So when we talk about types of variables, knowing that there are categorical ones and numeric ones, that's the basic, right? I don't go beyond that, and it's enough for what they need. If they need to know more, well, then they can take another class. And I think that by focusing on the basic concepts that they should understand and grasp, that helps as well, because it's not this big foreign concept we're dealing with. I'm just going, bite size by bite size. That makes a lot of sense. Thank you. Thank you. Yes, Yvonne. Oui, merci beaucoup. Une question, like you can answer in French or in English, it's up to you, but c'est plutôt sur Open Data Journalism, parce que c'est vers ça, sur ça qu'on y va. Je me souviens, c'était en 2008 ou 2009, je participais régulièrement dans des colloques en France, notamment à l'IET de Cannes, qui s'appelait Analyse et visualisation de données. Donc, j'étais vraiment impliqué dans ce réseau-là. Et nous avons invité en 2008-2009, le nom m'échappe, c'était un professeur de la Sorbonne avec son doctorant qui écrivait une thèse de doctorat sur le journalisme, Open Data Journalism. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ancien journaliste, je l'étais pendant 14 ans. J'ai beaucoup enseigné le journalisme en France, je ne le fais plus ici, parce qu'il y a d'excellents professeurs, il n'y a pas besoin de moi. Mais j'étais vraiment très impliqué dans ces questionnements-là, notamment des transformations de journalisme. Et je me souviens, ma réaction lorsque j'ai entendu ça, Open Data Journalism,
Elle était plutôt négative. J'ai dit, mais de quoi vous parlez? J'ai dit, dans aucune conception du journalisme, il y a pas de place de parler de open data journalism. Il était un peu touché. Il dit, mais si, c'est quelque chose que je développe. Je dis, écoutez, moi, je ne vois pas comment un journaliste peut rester dans son bureau, fouiller Internet. Attends, je vais te poser la question. Fouiller Internet, ne jamais sortir de son bureau et qu'on appelle ça un journalisme. Et évidemment, j'ai vu des années plus tard que I was wrong. I was wrong. It's really very important, this job today. And I can quote a couple of good papers that were produced thanks to the open data journalism. It wasn't able to find otherwise. But here comes to my question. Quelle est ton opinion en fait sur ce métier, en fait sur l'épistémologie, sur le bien fondé, sur l'utilité, le futur de ce métier-là, open data journalism? I'll try to answer in both languages since the question was bilingual. First, I'd say that, and I wasn't, when I put my finger up, wasn't to cut you off, it was literally to say, I agree with you. I think that what sets us apart as reporters, is our capacity to inform and contextualize, the data we're working with, and to inform our public. So I have colleagues who do, data analysis. They will do data analysis and present the results, and it is called data journalism. I don't consider myself a data journalist. I use data when warranted as part of, my reporting. So I'd say my definition might be a little bit different. But when it comes to why is it important? Well, I think, governments and companies are basing a lot of their decisions on data. With COVID, governments and public health authorities were looking at the data. Okay, we can also say that sometimes they were making political decisions without looking at the data, but point is, they have data. So, as reporters, shouldn't we be interested in, understanding the reasons behind decisions that are being made? So that's part of my rationale there. Governments publish open data sets that we can explore to learn more about, the society we live in. We have to be careful because government data sets are notorious for being riddled with mistakes and typos. And we have a mixed ratio in Canada, the comma versus the decimal point. So if someone puts in data in French and you open it with an English language software, I ended up doing an analysis for a course I took at UBC last winter, and I had a $50,000 plane ticket. And when I looked at the total for the trip, I was like, well, it makes no sense. It was likely $500, but someone just, put the comma in the wrong spot. And the plane ticket ended up costing 10 times more on paper. Mais pour l'autre point, je dirais, encore là, il y a le journalisme de données, les gens qui vont travailler 100% sur les données, mais je pense qu'il est surtout important en ce moment. Parce que quand on regarde les descriptions d'emploi, les offres d'emploi, il y a très peu de postes qui s'appellent journalistes de données. Je pense qu'il faut surtout éduquer les journalistes à la littératie numérique, comprendre les données. On le voit avec la COVID, le nombre d'erreurs qu'on a faites collectivement parce que des fois, on n'avait pas de compétences en maths pour comprendre simplement la marge d'erreur ou le fait qu'on ne peut pas parler de record de cas. Le gouvernement nous répète, la santé publique répète tout le temps, il y a des cas qui s'ajoutent des fois de façon ponctuelle parce qu'on fait des correctifs. Il y a eu 150 cas aujourd'hui, par exemple, c'est pas le chiffre, là, mais que le gouvernement nous dit en même temps, ouais, mais il y en a 50, c'est parce qu'ils datent des derniers jours. Donc, il faut faire attention et comprendre la différence donc entre les records quotidiens et la moyenne sur 7 jours, qui était un outil qui a été développé pour pouvoir justement pallier ça un petit peu et dire la moyenne de 7 jours est plus réaliste. Il y a des journalistes qui n'ont pas ces compétences de base-là, même pour comprendre la différence d'un point de vue mathématique, statistique entre les deux. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire au sein du département et pour les étudiants en journalisme et nos étudiants en communication, comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Je donne aussi le séminaire de 4e année en anglais Media and Public Broadcasting. Et hier, j'ai pris le temps de leur montrer 10 minutes. Ça ressemble à quoi un algorithme? Ça semble quelque chose de complètement pété. En gros, c'est un tableur Excel. Là, je simplifie, mais c'est un tableur Excel et on entraîne un modèle mathématique pour donner une valeur aux différentes variables pour essayer de nous donner une réponse catégorique. Donc, oui, non, c'est un chien, c'est un chat, ou on peut faire des régressions. Juste de comprendre ça, pour les journalistes, quant à moi, c'est important que dans une salle de rédaction, on ait des gens qui aient ces connaissances-là, parce qu'on parle de
par exemple, la régulation des médias numériques en ligne et tout ça, ben, quand les gouvernements parlent de mégadonnées puis d'algorithmes, très peu de journalistes sont équipés pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je sais que ma réponse n'est pas nécessairement aussi précise là, que ta question, mais j'ai plus de questions que de réponses, mais je pense qu'il faut former des praticiens qui comprennent la donnée plus que juste des journalistes de données, parce qu'en ce moment, il n'y a pas tant de job de journalistes de données. Mais tous les journalistes devraient avoir des compétences de base en littératie numérique, autant techniques que des compétences intellectuelles. Merci pour ta réponse. Okay. I hope I answered the question. Thank you for the question. Do we have any other questions? Any other comments? Oui, j'ai une question pour Jean-Sébastien, parce que nous, on avait parlé, je me souviens, je ne sais pas si j'ai échangé avec Jean-Sébastien, mais sur la question du journalisme immersif. L'idée qu'il faut aussi penser à comment le journalisme doit aussi tenir compte de technologies immersives. On appelle maintenant des meta-universe. Maintenant, on appelle de meta. Facebook est devenu meta. On a des, je ne sais pas comment on appelle ça. Les goggles, j'en ai ici. Ok, tu les as ici. Ok, parfait. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, je mets juste une courte réflexion de ta part sur ce volet un peu virtuel, disons. Bien, je dirais que c'est de là mon intérêt pour peut-être faire une recherche sur les besoins de l'industrie. C'est qu'il y a des salles de nouvelles, des salles de rédaction qui expérimentent avec ça en ce moment. On a vu un exemple que j'utilise dans un de mes cours, c'est le New York Times qui est allé en Antarctique il y a quelques années avec une caméra 360 et qui a fait un reportage, une vidéo, un documentaire de 8-9 minutes sur la base de McMurdo. Et on peut visiter en 360 la base de McMurdo. On est dans le véhicule à un moment donné avec des scientifiques. Et évidemment, on ne peut pas se promener de façon autonome. On suit le documentaire, mais les scènes sont en 360 degrés. Donc, ce n'est pas du 100% immersif où on marche dans la métaverse où on veut aller, mais quand on est dans le véhicule avec la conductrice, bien, on peut faire un 360, regarder dehors et tout ça. Donc, il y a ça. Il y a la réalité augmentée. Donc, on voit ces outils-là. Je dois avouer je commence à m'y intéresser, mais est-ce qu'on devrait y mettre toutes nos énergies dans le moment que nos étudiants? Je ne pense pas, les salles de rédaction ne sont pas rendues là. Puis, oui, on peut se dire on va former nos étudiants puis ils vont emmener ces techniques-là, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur augmenter la littératie numérique. Point, juste la base et de comprendre tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas expérimenter et j'ai bien hâte qu'on revienne 100% sur le campus l'an prochain parce que j'avais commencé à amener mes étudiants au CRX pour un des derniers cours de la session et on allait expérimenter avec les vrais. Moi, j'ai le casque dans lequel on met notre cellulaire, mais on a des vrais casques de réalité virtuelle et je leur faisais regarder des documentaires immersifs de National Geographic, etc. Il y a des outils, le Night Lab, à l'Université Northwestern a développé un outil pour créer des reportages en réalité augmentée, en VR. Pour les journalistes, c'est open source et on peut apprendre à l'utiliser. Donc, j'en parle un peu aux étudiants et je leur dis, je ne peux pas tout inclure dans le cours, mais pour votre reportage final, il n'y a pas de point boni nécessairement, mais si vous voulez essayer quelque chose, parlez-moi-en et je pourrai vous le montrer. Donc, oui, je m'y intéresse, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un cours, peut-être au choix, pour ceux, pas juste en journalisme, mais même nos étudiants en relations publiques, en communication qui s'y intéressent, on a des ressources. Et on pourrait explorer l'utilisation des drones. C'est plus compliqué avec les permis et tout ça. Quoique les petits drones, on peut s'en sortir. Réalité virtuelle et la réalité augmentée, il y a les deux. Vidéo 360, donc il y a des nouvelles technologies, mais ça coûte cher et ce sont surtout les grosses salles qu'on a vu le faire. Ouais. Les grosses salles de rédaction, le New York Times. Radio-Canada a expérimenté un peu avec le 360. CBC Radio-Canada ont 2 pilotes de drones à Toronto et Montréal. Donc, ça s'en vient, mais le journaliste moyen n'a pas besoin de tout savoir ça. Il y a des équipes spécialisées. Donc, c'est surtout d'être conscientisé à l'existence de ces outils plus que de savoir les utiliser, en tout cas pour le moment, à mon avis. Parfait. Merci. Ouais. Thank you very much. I'd like to thank the presenters, today's presenters, for these amazing presentations and the discussion. Thank you very much. I also like to thank Professors Isaac Nahon and Meredith Rachi for the organization of the Communication Lecture Series and the Communication Graduate Student Association for helping this event happen.
Thank you very much, and see like in April. Thank you, everyone. Have a nice Next term. In person in September. Maybe in April. OK. Bon, merci beaucoup. Bye bye. Thank you.